Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre... Donc on continue ce soir à parler aussi des réformes constitutionnelles. Le projet de la révision constitutionnelle dans notre pays, approuvé par l'Assemblée nationale, mais rejeté par le Sénat, sera soumis au référendum. Donc le président de la République, qui a été très attendu lors de ses dernières sorties, ces amendements constitutionnels et le rejet par le Sénat, a finalement opté pour un référendum populaire. Donc, pour discuter de ce problème ou de cette question qui déchire plus ou moins les Mauritaniens, j'ai invité pour vous Maître Ahmed Salem Ould-Bouhoubeni, qui est ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats et ancien président du Forum national pour la démocratie et l'unité, FNDU. Bonsoir. Ainsi que mon confrère, M. Khalil Diagana, journaliste au quotidien de Nouakchott, pour m'aider à lui poser les questions qu'il faut, j'espère. Bonsoir. Donc, Monsieur le Président, Maître, donc, comme on vient de dire, le Président de la République a finalement opté pour ce référendum populaire. En fait, en utilisant un argumentaire juridique, surtout le fameux article 38, évoqué pour justifier cette décision. Est-ce que cette décision vous a convaincu? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. En ce qui concerne la question, je crois que j'ai eu personnellement l'occasion de réagir à plusieurs reprises. Je pense aussi que c'est un sujet qui a été largement débattu. La question juridique, à mon avis, ne se pose pas. Nous avons une constitution. Cette constitution, comme toutes les autres constitutions, a prévu les moyens de sa modification sous un titre express, explicite, qui s'appelle modification constitutionnelle, titre 11, et qui a prévu les mécanismes. Donc, la question ne se pose pas. Pour tout ce qui est modification constitutionnelle, il y a une procédure qui a été prévue par la Constitution, c'est cette procédure qui doit être suivie. C'est la procédure, en l'occurrence, que prévoient les articles 99, 100, 101. Je pense que le gouvernement est conscient que c'est la procédure à suivre, parce que c'est la procédure qu'il a suivie. Le ministre de la Défense a défendu devant le Parlement d'ailleurs ce choix, en disant que c'est le choix juridique qui s'offre, et par ailleurs, c'est le choix aussi qui a été suivi, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des modifications constitutionnelles en Mauritanie. Donc ça a toujours été comme ça a été comme ça cette fois-ci. Maintenant, le Sénat a rejeté. En principe, on devait s'arrêter là et considérer que le dossier est clos. Car il n'y a pas d'autre procédure et il n'y a pas d'autre méthode à suivre. La modification constitutionnelle est bien prévue par la Constitution, sous un titre qui ne demande pas d'interprétation parce qu'il est relativement clair. Et donc, à mon avis, le débat ne doit pas se poser. Je m'étonne d'ailleurs, et je l'ai exprimé plusieurs fois, de voir que c'est une question qui fait l'objet d'un débat. En fait, il ne s'agit pas d'un problème qui est posé, il est tranché par la Constitution de façon très claire. Donc pour vous, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une fois passage aux forces pour moi, c'est que clair. Le président de la République qu'il veut exercer? Pour moi, c'est clair. Pour modifier la Constitution, il y a un mécanisme qui est prévu. Ce mécanisme peut aboutir à une approbation des deux chambres, et du coup, le président de la République aura le choix entre soit le Congrès, soit le référendum. Un choix, ça veut dire qu'il peut s'affranchir lorsqu'il choisit la voie du Congrès à partir du moment où il obtient où il dépasse cette. Mais c'est quoi l'exception de cet article? C'est quoi l'exception de cet article? Écoutez, elle ne concerne que le recours au référendum. Écoutez, la procédure prévoit
de passer par les deux chambres. Et il y a un quorum qui est prévu. Quand il est atteint, on arrive à la deuxième étape, qui est celle pour le président de la République de choisir entre un référendum ou le Congrès. Et donc, cette première étape est inéluctable. Et cette première étape a été suivie par le gouvernement. Cette première étape n'a pas abouti. Le projet ne peut plus passer. C'est, à mon avis, très clair et très simple. Il n'y a aucune lecture, c'est une lecture objective qui ne relève pas... Il n'y a aucune lecture parce que... Pas une lecture idéologique ou politique? Non, parce qu'il y a un titre que vous pouvez découvrir avec moi, que peut découvrir avec moi quelqu'un, avec nous, quelqu'un qui n'est pas un juriste, qui s'appelle « Modification constitutionnelle ». Quand un texte de surcroît à la Constitution prévoit un titre de façon expresse qui s'appelle modification constitutionnelle, c'est là où il faut chercher les modifications constitutionnelles. Le mécanisme, la procédure de la modification constitutionnelle, c'est prévu par ces articles et rien d'autre. Et si d'aventure il y a une disposition générale qui traite d'autre chose, elle ne peut pas être appliquée à cette question qui a été expressément prévue par des dispositions particulières. Oui, maître, le débat il continue par rapport à la légalité du recours à l'article 38. Vous avez exprimé une position que vous partagez avec d'autres, ça veut dire que la Constitution n'est pas révisable en dehors du titre qui prévoit, qui est intitulé de la révision constitutionnelle. D'autres ont une interprétation beaucoup plus extensive, puisque l'article 38 permet d'aller au référendum. Et le débat, il continue. Et le référendum, selon toute vraisemblance, il aura lieu. Il aura lieu. Ouais. Il est prévu. D'ailleurs, la fin de l'été. Voilà. On parle de juillet. Maintenant, là, du débat qui va peut-être continuer ou s'arrêter, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle attitude vous allez avoir? Est-ce que vous allez continuer à contester l'illégalité du recours à l'article 38 ou à un moment, vous allez vous résoudre à dire voilà, le référendum il va avoir lieu, quelle position on doit avoir par rapport à la tenue de ce référendum? Non, je pense que le premier devoir, particulièrement d'un juriste, c'est de s'arrêter sur la procédure. Quelque chose qui est important, c'est de savoir est-ce que cette procédure est régulière ou est-ce que la procédure n'est pas régulière. Vous savez, on est dans le domaine de la Constitution. C'est un domaine sérieux. C'est un domaine qui ne relève pas des domaines réguliers, quotidiens, normaux d'un gouvernement. C'est une affaire qui concerne l'ensemble de la nation. Et c'est pour cela que pratiquement toutes les constitutions ont prévu des degrés pour une loi normale que le gouvernement, dans le cadre de sa politique en matière hydraulique, en matière de route, en matière de santé, dans le cadre de sa politique, le gouvernement qui gouverne a le droit de prendre dans le cadre de sa politique les décisions qui lui permettent d'exécuter son projet. Eh bien, dans ce cadre-là, il peut prendre de façon extrêmement simple les lois. Parce que ce qu'on lui demande, c'est une majorité simple des présents. En revanche, il y a un degré un peu plus important, c'est les lois organiques. C'est les lois qui sont prévues par la Constitution, les lois organiques. Alors là, pour les lois organiques, on élève un petit peu plus la barre, parce qu'on considère qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus de sérieux, car c'est des lois un peu sérieuses. Qu'est-ce qu'on fait pour vous faciliter, pour vous donner ça de façon un peu simpliste? Il faut que ça soit approuvé par la majorité du Parlement, mais cette fois-ci, pas la majorité des présents, la majorité des parlementaires. Donc on exige une majorité plus importante. Et en plus, on ne s'arrête pas là. On dit aussi, il faut que le Conseil constitutionnel donne son avis. Donc c'est un degré supérieur. Alors il y a un troisième degré encore plus important, c'est celui qui concerne les modifications constitutionnelles. La Constitution a, évidemment, en tenant compte que c'est quand même une chose importante, très importante, trop importante pour être gérée de façon unilatérale, ils ont prévu un mécanisme qui élève encore davantage la barre. Et c'est pour cela qu'à la fin,
il faudra les 3/5 de l'Assemblée et du Sénat. Et donc, c'est pour vous dire tout simplement que pour les modifications constitutionnelles, il y a un mécanisme particulier, on ne peut pas chercher ça ailleurs, et ce mécanisme... Mais on les cherche en consultant le peuple. On les cherche en consultant le peuple, qui quand même reste, il est la source de tout pouvoir. Comme dit l'article 2 de la Constitution, le peuple est quand même la source de tout pouvoir. Oui, maître. Justement, donc, en consultant le peuple, c'est quand même un recours. D'accord. Oui, je n'ai rien contre. La procédure de consultation du peuple est prévue par les articles qui parlent de la modification constitutionnelle. Ils ont prévu ce mécanisme. Ils ont prévu cette possibilité. Ils ont prévu cette hypothèse. Mais, après que les deux chambres l'aient adopté, avec on reste toujours dans la même discussion, mais en fait l'article 38 est clair. Il dit que le président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie du référendum, c'est clair. À moins que des dispositions expresses quelque part prévoient par voie de référendum. Or, en l'occurrence, des dispositions expresses sous le titre modification constitutionnelle prévoient autre chose ailleurs. Oui, mais on a compris. Le débat, il va continuer. Il va continuer, ça. Le titre 11, il déroge un peu au principe général. Enfin, il ne déroge pas un peu. Par l'article 38. Il prévoit expressément le mécanisme. Oui, mais pour Khalilou, la révision, il est définitif. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, on est dans le débat juridique. Mais en s'adressant à vous, on s'adresse aussi à un homme politique. Vous faites partie des personnalités. Je finis ma question. Vous faites partie des personnalités indépendantes du Forum national pour la démocratie et l'unité. Vous en avez même assuré la présidence. Et je vous disais tout à l'heure que le débat juridique sur la légalité du recours à l'article 38, il peut continuer, mais que le référendum, selon toute vraisemblance, va avoir lieu. Maintenant, quelle sera votre attitude, vous en tant que personnalité indépendante du FNDI, vous en tant que FNDI, quelle attitude vous allez avoir? Est-ce que, je finis la question, est-ce que vous allez continuer à contester la légalité du recours à l'article 38 et essayer d'empêcher la tenue même du référendum? Est-ce que vous allez appeler à voter non à ce référendum? Est-ce que vous allez appeler à boycotter ce référendum? Qu'est-ce que vous allez faire? Justement. Très bien. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme ancien bâtonnier et ancien président du FNDI. En tant qu'ancien bâtonnier et avocat, je me suis focalisé sur la question technique. Ouais. Et avant de clore ce chapitre, je voudrais dire que pour moi, il y a des dispositions qui sont extrêmement claires. Il n'y a pas lieu de chercher ailleurs. Et quand on cherche ailleurs, c'est qu'on a violé la Constitution. Et à ce titre-là, je considère que si le président de la République se fait le devoir, et si le gouvernement, le président de la République se fait le devoir de respecter la Constitution, s'il estime que la Constitution s'impose à lui et qu'il doit la respecter, c'est pour cela d'ailleurs qu'il souhaite faire des modifications constitutionnelles, c'est parce qu'il y a des dispositions qu'il veut changer, des dispositions sous-entendues contraignantes, qui sont là, qui s'imposent à nous du seul fait qu'ils sont dans la Constitution. Donc, non, mais maître, excusez-nous, mais qu'est-ce que vous insinuez là? Il y a un agenda caché dans ces réformes? Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Moi, je vais me mettre tout simplement sur le terrain pour l'instant juridique. J'ai dit, si le président de la République considère que la Constitution est contraignante, en ce sens que les dispositions qui sont dans la Constitution, qui ne plaisent pas à son agenda ou qui ne plaisent pas à son gouvernement, doivent être modifiées. Pourquoi doivent-elles être modifiées? C'est parce qu'elles sont là et elles s'imposent. Donc, il part du principe que le respect de la Constitution, elle s'impose à lui. Si la Constitution s'impose à lui, il doit forcément respecter la procédure qui est la procédure constitutionnelle. Et c'est pour cela que j'ai donné hier dans une conférence, j'ai dit que dans ce cas, moi je proposerai au président, s'il tient à faire passer ces modifications constitutionnelles, de les faire passer par décret. 1, c'est plus simple. 2, c'est moins cher. 3, c'est plus garanti. Ça reste illégal. Oui, mais pour lui, vous me direz que c'est illégal. Pour lui, il a choisi un article constitutionnel. Je ne vous dirai pas plus que le recours à l'article 38. Oui, et du coup, à partir du moment où il ne s'oblige pas à respecter la Constitution,
il pourra la violer aussi en faisant un décret. C'est la même chose. Moi, je ne vois aucune différence entre le recours à l'article 38 pour ce qui concerne les modifications constitutionnelles, parce qu'elles sont régies par des dispositions spéciales qu'il veut violer. À ce moment-là, il est plus simple de les violer en passant un décret. Ça économise les 6 milliards qui peuvent être utilisés. Vous savez bien qu'on en a besoin. Et puis, c'est plus sûr, ça ne demande pas, il y aura 100% de réussite et pas comme le référendum qui peut échouer. Oui, maître, j'insiste un peu. Donc, essayez de répondre à la question. Je réponds à la question. Voilà, j'insiste un peu. Justement, parce que en tant qu'homme politique. Vous avez été président d'une coalition d'une dizaine de Justement, donc la question, il l'a posée à 2 reprises. Là, présider, on ne peut pas faire l'impasse sur votre étiquette politique. C'est pourquoi je vous demande, justement. après l'analyse que vous avez venez de faire sur l'illégalité du recours à l'article 38, quelle attitude vous allez avoir par rapport au référendum qui aura lieu dans peut-être 2 ou 3 mois? Très bien. D'abord, je ne parle pas au nom du FNDU ce soir. Non, bien sûr, mais en tant qu'homme politique. En tant qu'homme politique, si j'ai quelque chose à dire, c'est que c'est un faux débat. Le débat aujourd'hui, pour la Mauritanie, il se passe sur un autre terrain. Nous avons des opportunités énormes. Nous sommes dans une situation assez difficile. Le chômage, la pauvreté, l'accès au crédit est pratiquement nul. Il n'y a pas de classe moyenne. Le secteur privé est dans une situation assez difficile. Je pense que nous avons un autre... Votre analyse comme ça, je pense que nous avons un autre champ. Il est très proche de l'analyse de votre coalition. Une crise... C'est l'analyse des FNDI. Crise, on parle toujours de crise politique, alors que pour... Je pense alors que pour la majorité, il n'y a pas de crise. Je suis sûr que vous le pensez avec moi. Aujourd'hui, on a un devoir de prendre en charge les problèmes de la Mauritanie qui se posent. Et vous convenez avec moi que les problèmes qui se posent à la Mauritanie, de façon prioritaire, ce n'est pas la modification de la Constitution. Il y a autre chose. Ça fait partie des problèmes, maître. Ça fait partie des problèmes. Ces choses importantes qui sont là sont les choses qui doivent nous occuper et qui doivent porter... notre intérêt doit se porter plutôt sur ces choses-là, plutôt que des modifications constitutionnelles qui, de surcroît, sont faites dans l'illégalité. À mon avis, nous avons autre chose à faire. Donc, en tant qu'homme politique, ce que j'ai dit, c'est que les Mauritaniens ont tout intérêt à se rassembler autour d'un certain nombre de projets, maintenant, qui permettent de régler le problème économique, qui permettent de permettre aux citoyens mauritaniens de quitter un petit peu, c'est-à-dire d'améliorer ces conditions, beaucoup plus que des modifications constitutionnelles déjà très contestées, qui ne font pas l'unanimité, et pour lesquelles on a pris une procédure. Excusez-moi, mais tout est contesté et tout c'est recontesté. En fait, si les réformes constitutionnelles font aussi partie de cet édifice pour le président de la République et son parti politique, il faut partie aussi de cet édifice à bâtir. On n'a pas une constitution qui... Il n'y a pas besoin de vous dire qu'effectivement, ces modifications constitutionnelles, cette proposition de modification constitutionnelle est sortie comme ça, après le dernier dialogue qui a été fait. Et c'est demandé par d'autres partis politiques. Mais vous convenez également avec moi, vous, en tant que journaliste, et vous êtes témoin, que ces problèmes-là ne sont pas les problèmes qui se posent à la Mauritanie. On n'a jamais entendu parler de contestation du drapeau national. On n'a jamais entendu parler de l'hymne national. Ça n'a jamais été posé. Et donc, si ça vient... oui, ce sont des partis politiques qui ont posé ce problème. Ça veut dire que ce problème se pose. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Moi, je considère que ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Je crois que le forum, bien que je ne parle pas ce soir à son nom, bien sûr, a dit clairement qu'il rejette ces modifications et qu'il considère qu'ils ne sont pas prioritaires. Je partage avec lui cette approche, personnellement. Oui. Vous ne parlez pas au nom du forum, je comprends, mais vous êtes aussi l'un des chefs de file d'un nouveau courant, vous appelez courant pour l'alternance démocratique. Et vous avez produit un document, je crois, qui a été publié dans la presse arabe, un document dans lequel vous dites un peu qu'il faut se préparer maintenant pour l'alternance politique en 2019. Et dans ce document-là, vous donnez un peu quelques conseils au pouvoir, quelques recommandations à l'opposition, quelques recommandations à l'armée. Et à l'adresse du pouvoir, vous avez dit que les partisans du pouvoir, le pouvoir doit intégrer
le fait que de l'impossibilité d'un troisième mandat en 2019. Et alors, que répondez-vous à ceux qui pensent, notamment du côté encore de vos amis du FNDI, que derrière ce référendum-là, que le recours à l'article 38 pourrait ouvrir une brèche et que le même article pourrait être réutilisé pour le troisième mandat. Oui, est-ce que vous partagez cette analyse-là? Dans ce document, nous avons adressé un certain nombre de messages. Je pense que la Mauritanie aujourd'hui est dans une situation qu'il faut prendre au sérieux. Nous sommes devant un tournant. Il y a une situation inédite. C'est pour la première fois qu'un président de la République se retrouve en face d'un mandat, en fin de mandat, non renouvelable. Cette alternance par la force des choses, cette alternance par la force du droit, va se poser à la Mauritanie pour la première fois. Et à notre avis, on a considéré que 2019 sera un tournant où la Mauritanie tourne définitivement une page et rejoint les États démocratiques, ou alors ça sera un problème pour la Mauritanie. Et là, on a envoyé un message. Ça veut dire qu'il y a, on a envoyé, mais quand vous dites où alors, ça veut dire qu'il y a une autre probabilité? Tout à fait. On a envoyé un message très clair à l'État. On a dit qu'il n'y a pas de troisième mandat. Et ce n'est pas offert. C'est la Constitution qui l'a prévu. Mais les déclarations, maître, les déclarations du président de la République, Mohamed Abdelaziz al-CCG, ne comportent aucune ambiguïté. C'est clair. Il a répété plusieurs fois. C'est très bien. Donc pourquoi vous lui envoyez un message? Il n'y a pas de troisième mandat. La Mauritanie est devenue suffisamment mûre suite à ces combats démocratiques qui ont été menés par ces hommes politiques pendant très longtemps, et la maturité est devenue telle qu'on ne peut plus les gérer avec la tutelle. Donc ils n'auront pas besoin que vous leur présentiez un dauphin, ils vont le faire d'eux-mêmes. C'est une situation qu'il faut prendre en considération. L'État a tout intérêt à la prendre au sérieux pour achever son mandat et préparer, avant de partir, une situation qui permet à tout le monde d'être impliqué. C'est l'affaire de tous les Mauritaniens. Personne n'a le droit de s'arroger le monopole de la gérer tout seul. C'est une affaire qui doit être faite par tous les Mauritaniens. Il doit y avoir des institutions crédibles qui supervisent les élections. On doit tout faire pour que l'administration, l'armée, l'argent public, le commissariat à la sécurité alimentaire... Ça, c'est des messages que vous envoyez au pouvoir. On envoie au pouvoir pour dire il vaut mieux sortir par la grande porte. Et il vaut mieux aussi savoir que c'est inévitable. Mais sortir pour être remplacé par qui? Je vais vous le dire. C'est inévitable. Là, vous êtes en train de faire de la politique policière, maître. Si vous envoyez un message, président, si vous envoyez un message au pouvoir en disant il faut sortir par la porte, mais ça veut dire que vous êtes en train de faire de la politique. Vous voulez quoi? Vous voulez sa place? Bien sûr, je fais la politique. Je parle ici en politique. Je dis il y a un troisième mandat non renouvelable. Il est dit avec vous. Il est dit avec vous. Il est hors de question de parler d'un dauphin. La situation est très simple. À partir du moment où on est dans ces deux hypothèses, ça veut dire que le gouvernement a tout intérêt, et c'est le message que nous lui avons envoyé, et qu'on continue à lui envoyer. Le gouvernement a tout intérêt à savoir que le changement est inévitable. C'est-à-dire, les Mauritaniens vont être impliqués. Ça ne sera plus jamais comme avant. Mais ils seront impliqués dans le processus. Et le processus va déboucher sur des élections. Maître, une seconde. Est-ce qu'en parlant comme ça, vous n'aviez pas l'impression que, comme d'autres dirigeants africains, notamment on en a vu un peu partout, et surtout en Afrique, qui s'engagent dans des réformes ou révisions pour prolonger leur mandat, vous pensez un peu à ça? Vous pensez que le président Aziz s'est engagé dans ces révisions? Non, je me refuse de réfléchir comme ça. Parce que, comme je vous ai dit... Donc vous dites, on veut lui dire que... Mais il sort, lui. Pour moi, les choses sont claires. Justement. Il y a un mandat qui n'est pas renouvelable. Les Mauritaniens doivent se préparer pour organiser pour la première fois... Mais ça va de soi, c'est ce qui se passe. ...transparentes qui permettent aux citoyens mauritaniens d'avoir son mot à dire et qui permettent aux élections d'être le produit et le résultat du choix des Mauritaniens. Ce qui n'était pas le cas. Le choix des Mauritaniens qui prennent en compte leurs problèmes. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, je vous l'accorde. Ce qui n'était pas le cas parce que là, avant, ce qui est différent de ce qui va se passer maintenant et qui doit se passer maintenant, c'était l'administration qui gère. C'était l'administration, l'argent public
c'était l'armée, c'était les gouverneurs, c'était Cette fois-ci, il faut que les choses changent. Je sais que ça prendra un peu de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, les forces politiques en Mauritanie sont suffisamment mobilisées, sont suffisamment convaincantes pour que le pouvoir sache qu'il vaut mieux. Il vaut mieux, et on l'espère pour notre pays, il vaut mieux que les choses se passent de façon consensuelle et que n'importe qui... Parce que moi je voulais vous résumer un petit peu. Donc en fait ce que vous voulez, vous voulez pas d'héritage politique, vous voulez pas de passage en dauphin. Absolument. Voilà, et on veut pour la Mauritanie que ça se passe dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le pouvoir actuel sorte par la grande porte après avoir préparé ensemble avec toutes les forces politiques nationales le processus de l'alternance. Maintenant, qui va réussir, qui va se présenter, c'est un autre problème qui importe peu pour les Mauritaniens. Mais pour les Mauritaniens, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ils soient au cœur de ce choix, qu'il ne leur soit pas, imposé. Mais ça a et toujours été le cas. Forcément, et c'est le message qu'on envoie, cette fois-ci, ce ne sera jamais comme avant. La Mauritanie va prendre en main son destin. On ne va pas le lui imposer et on ne va pas le lui choisir. Donc, il vaut mieux. Ça, c'est le produit naturel de l'évolution. La Mauritanie a évolué, c'est le produit naturel de cette évolution. Ceux qui ne l'ont pas compris, vous savez bien comment ça s'est passé pour eux. Moi, j'espère pour notre gouvernement, j'espère pour le pouvoir actuel. Ceux qui ont refusé de quitter le pouvoir, ce qui n'est pas le cas. Non seulement il doit quitter le pouvoir, mais il a la possibilité de le quitter par une porte. Mais c'est ce qu'il déclare, c'est ce qu'il a déclaré, mais c'est ce qu'il dit, il va quitter le pouvoir. Très bien, c'est-à-dire En fait, maître, il y a compris que de toutes les façons, le chef d'État, il a déclaré même récemment dans une radio étrangère que de toutes les façons... Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est clair. Il respectera la Constitution, il ne se présentera pas. Mais vous avez répété le mot dauphin plusieurs fois. Justement. Et je vais vous poser une question très rapidement pour voir si on a la même compréhension de cette notion de dauphin. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ça? Ça veut dire quoi? C'est très dauphin, simple. Ça veut dire très quoi? simple. Le président de la République a déclaré qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Bien. J'ai dit que de toute façon, il ne peut pas se présenter parce que la Constitution l'empêche. C'est un Mauritanien, il a le droit de faire de la politique et de choisir. Peu importe. De voter pour quelqu'un. Le président de la République a déclaré qu'il ne se présente pas. Mais ce n'est pas suffisant. Il doit aussi déclarer publiquement qu'il ne soutiendra personne. Mais pourquoi? Parce que c'est une obligation qui s'impose à lui. Et est-ce que c'est constitutionnel? Vaut mieux que ce soit lui qui le fasse plutôt qu'elle le soit. Est-ce que c'est une obligation constitutionnelle? Si, il a un parti politique, il est mauritanien, il reste à Mauritanie. D'abord, il a une obligation. Il a le droit de faire de la politique, de choisir qui il veut. D'abord, il a une obligation actuelle d'être au-dessus. Une obligation morale. Mais ce n'est pas du tout juridique. Et en plus, dire qu'il ne se présente pas doit être complété par, justement, il ne soutiendra personne. Il permettra au jeu électoral d'être un jeu libre, consensuel. C'est ce qui permettra à la Mauritanie de se réconcilier, ce qui permettra à la Mauritanie de redémarrer une nouvelle vie dont elle a tant besoin, vu les problèmes économiques. Mais on sent chez vous que vous craignez un petit peu, excusez-moi, mais vous craignez un petit peu un revirement spectaculaire à ce sujet. Si le président de la République qui déclare non, je vais me présenter et puis... Non, pas du tout. C'est pas le cas. Donc est-ce que pour vous, il n'a pas le droit de faire de la politique et de voter pour qui il veut, de choisir qui il veut? Mais c'est un Mauritanien, il reste chez lui. Vous savez, les forces politiques en Mauritanie aujourd'hui, ce qui les inquiète, c'est une seule chose. Mais ils sont rassurés par ailleurs parce que ça ne se répétera plus. Ce qui inquiète, c'est qu'on utilise le pouvoir... Non, c'est qu'on utilise le pouvoir, on utilise l'administration, on utilise les moyens publics, on utilise l'armée parfois aussi pour faire passer aux Mauritaniens un choix qui n'est pas le leur. Cette fois-ci, ce n'est plus possible. Cette fois-ci, les Mauritaniens ne vont plus accepter ou sont arrivés à un degré tel qu'ils vont faire passer les messages plusieurs fois et à la longue, je suis sûr qu'il sera compris. Vous avez aussi présenté un autre message à l'institution militaire. Oui, j'ai envoyé un message très clair. J'ai dit à l'institution militaire... Par rapport à l'institution militaire, dans votre document Alternance démocratique, en fait, la revendication des partis politiques, de beaucoup de gens en Mauritanie, c'est que l'armée sorte un peu du jeu politique. Mais curieusement, dans votre document, vous demandez l'implication de cette armée-là dans les discussions et les débats pour préparer l'alternance de 2019. Non, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit. Ce qu'on a dit dans le document... Vous parlez de dictature masquée. D'accord, non. D'abord, on est les avec premiers, un voile démocratique. D'abord, on a été les premiers à envoyer un message à l'armée. On a envoyé un message très clair à l'armée. Un premier message à l'armée. Tous les hommes politiques ont tous demandé à l'armée de remplir... Qu'est-ce qu'on a dit à l'armée? Vous êtes présents
sur la scène politique depuis 1978. Vous êtes présent, malheureusement, parfois ça vous a été imposé, parfois c'est votre choix. En tout cas, vous êtes présent sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Vous avez un grand terrain qui est celui de votre mission classique, qui est celui de votre mission constitutionnelle et noble de surcroît. La Mauritanie vous attend. Oui, mais tous les hommes politiques la Mauritanie vous attend comme armée professionnelle qui se consacre à sa formation, qui essaye d'obtenir les moyens d'être une armée à la hauteur des défis qui nous attendent et qui se consacre à sa mission. Et contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai pas demandé à l'armée de jouer un rôle. J'ai demandé à l'armée de sortir du jeu politique dans lequel elle est impliquée, qui ne lui sied pas. Et j'ai dit qu'elle sera le premier bénéficiaire si les processus électoraux démocratiques se passent bien, et qu'elle sera en revanche le premier perdant, parce que s'il y a un problème, dans un pays dont elle est chargée de la sécurité, elle sera la première perdante. Donc vous pensez, ce que j'ai dit, c'est tout le contraire de ce que vous avez dit. Enfin, je n'ai pas demandé à l'armée d'intervenir, mais j'ai dit que ce qui est demandé à l'armée, une dictature ouverte. Non, ce qui est demandé à l'armée, c'est de ne pas être un obstacle au changement des vous dites qu'une dictature ouverte. Oui, vous dites dans votre document qu'une dictature ouverte et révélant son visage est meilleur qu'une dictature masquée d'un faux voile démocratique. Non, en fait, vous demandez à l'armée de prendre le pouvoir et de ne pas être... Non, ça on ne l'a pas dit à l'adresse de l'armée. On l'a dit à l'adresse du pouvoir quand il s'agit de choisir quelqu'un qui va le remplacer. Non, mais vous dites l'institution militaire, au niveau de l'institution militaire. Dans ce cas, si le président de la République va désigner quelqu'un qui mais vous pensez que nous sommes gouvernés par des militaires là? Mieux une dictature. Maître, vous pensez que ce sont les militaires que nous gouvernent? Non, je n'ai pas parlé des militaires. Oui, quand vous dites au niveau des militaires, nous sommes totalement convaincus, car il constitue une sorte de mépris pour le peuple, une tutelle sur lui, et qu'une dictature ouverte et relevant son visage vaut mieux qu'une dictature masquée d'un faux voile démocratique. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ce passage concerne le choix par le président de la République de quelqu'un qui va le remplacer. On a dit que dans ce cas, une dictature... Vous pensez qu'il va être remplacé par un autre militaire? Non, je n'ai pas parlé de militaire dans ce cas. Peu importe pour nous, de toute façon, dès lors que le message qu'on a envoyé est très clair, c'est que personne ne peut choisir à la place des Mauritaniens. Personne ne peut choisir sous forme de tutelle. Mais les militaires, ils ne sont pas mauritaniens. Non, ça n'a rien à voir. Donc moi, ils ont le droit aussi de choisir comme les civils. Vous ne pensez pas? Je pense que notre position est très claire. Les militaires ont une mission noble. Les militaires ont une mission extrêmement importante. Donc, ils doivent se consacrer à leur mission. Il y a le meilleur service qu'ils peuvent rendre à la Mauritanie, c'est de ne pas entraver le processus démocratique inévitable. Et quels sont les messages que vous avez envoyés à l'opposition? À l'opposition, les messages dont on fait partie, je le dis souvent, et je le dis de bonne foi, je le dis parce que c'est comme ça que je pense, et j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Je l'ai dit de bonne foi, j'ai dit qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas croire que l'opposition n'a pas, elle aussi, quelques reproches qui doivent lui être faits. Et il y a des reproches qui doivent être faits à l'opposition. Si aujourd'hui on n'est pas arrivé au stade de l'alternance démocratique qu'on souhaite et qu'on espère maintenant, c'est en partie parce que l'opposition aussi a raté un certain nombre de virages. C'est une réalité, on ne peut pas l'occulter. Elle a raté, c'est vrai, certes. Elle n'est pas la seule responsable parce que le pouvoir ne lui a accordé qu'une marge très limitée. Et encore qu'il contrôle avec les moyens, avec les fonctions et tout ça. Ça veut dire qu'il faut que l'opposition avait une part de responsabilité. Elle ne s'est pas suffisamment organisée. Et aujourd'hui, elle est devant une occasion. Vous voulez qu'elle abandonne en fait ses revendications? Je veux tout simplement qu'aujourd'hui, elle soit beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée, qu'elle ait un objectif très clair ou plus clair que celui qu'elle a. Moi, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas d'objectif. Et je vous ai dit que si la démocratie est arrivée à ce niveau, c'est parce qu'il y a des hommes politiques mauritaniens qui ont fait un combat énorme, qui ont sacrifié pour que la Mauritanie arrive à là où on en est aujourd'hui et que je viens de décrire tout à l'heure comme étant une possibilité pour la Mauritanie. Les revendications traditionnelles de position, c'est quoi? Oui, mais maître, ce courant dont vous parlez, on se rend compte quand vous dites que vous êtes un peu gentil avec tout le monde. Vous êtes un peu gentil avec le pouvoir, un peu gentil avec l'opposition, un peu conseiller un peu de tout le monde. Mais en plus de ça, on vous reconnaît un positionnement politique qui est dit radical d'ailleurs, peut-être souvent de manière abusive.
est-ce que ça peut aller, ça, être du camp qui est considéré comme un peu radical et en même temps essayer de concilier un peu tout le monde? Est-ce que c'est pas très compliqué? Écoutez, moi je vous dis, Khalilou, il y a quelque chose qui est très important que les Mauritaniens savent aujourd'hui. C'est qu'il y a la Mauritanie d'abord. Et que quand on dit qu'il y a de la Mauritanie d'abord, ça veut dire que la Mauritanie a des opportunités énormes. On doit se concentrer à ça. On doit aujourd'hui penser aux potentialités énormes que la Mauritanie a. Je vais vous donner un petit exemple. Regardez le gaz que nous avons maintenant. Nous avons 420 milliards de mètres cubes de gaz qui vont être exploités sur 25 ans. Début d'exploitation en 2017. Vous imaginez les opportunités que ça peut donner à la Mauritanie? Rien que le gaz. Je ne parle pas des ressources que nous avons déjà et qui, si elles sont bien gérées, peuvent éliminer le chômage, la pauvreté. Vous imaginez les problèmes quand même hérités. Je vous dis, il y a des potentialités énormes dans notre champ gazier qui est l'un des meilleurs au monde. Ce que moi je veux aujourd'hui, et ce que j'ai proposé dans le document, c'est qu'on se mette un petit peu dans la position de ceux qui veulent profiter de leurs ressources pour le développement économique. Et vous savez que ce que les Sénégalais, j'ai donné l'exemple, qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Nous avons le même champ de gaz qui renforce des opportunités énormes que les jeunes Mauritaniens attendent, que les chômeurs attendent, qu'on attend pour la pauvreté. Aujourd'hui, les Sénégalais, ils ont créé un comité d'orientation stratégique. Quel est son rôle? C'est de conseiller le président de la République. C'est de conseiller le gouvernement. Donc ce n'est plus une affaire de gouvernement, c'est une affaire d'institution. C'est comme ça qu'on peut rassurer les investisseurs. Et malheureusement, est-ce que nous, on est dans cette situation? Je ne le pense pas. Vous savez, il y a British Petroleum qui achète pour 1 milliard, qui a acheté pour $1 milliard 62% de Cosmos. Donc ils sont là. Ces gens, ils ont besoin ils ne travailleront jamais qu'avec des institutions fortes, qu'avec un État de droit. C'est pour cela que les Sénégalais... Vous voulez élire un président et lui demander de demander l'avis de l'opposition? Non, les Sénégalais ont créé, ont montré que c'est... Je donne bien l'exemple des Sénégalais. Oui, mais c'est le gouvernement sénégalais. Le gouvernement sénégalais ne demande pas l'avis des gens de l'opposition. Aucun gouvernement au monde ne demande l'avis des gens de l'opposition. Ce n'est pas ça le problème. Vous avez élu un président, il ne va pas rester les bras croisés. Et vous regardez, et vous demandez votre avis. Je vous informe que partout dans le monde, sauf en Mauritanie, les institutions de la République sont gérées par tout le monde. Par une équipe choisie par le président de la République. Tout le monde. Il y a des techniciens de tous bords. Oui, mais techniciens, quand on parle de technicien, oui. Ne me dites pas qu'il est interdit à un cadre mauritanien compétent, issu des rangs de l'opposition, d'accéder à une fonction technique. Oui, technique, mais pas politique, justement. Ce que les Sénégalais ont fait... Mais c'est le cas en Mauritanie. Attendez, ce que les Sénégalais ont fait, c'est de créer un comité stratégique et c'est lui qui décide comment le Sénégal, il est composé d'experts qui sont choisis sur leur profil. Comment le Sénégal va bénéficier au maximum de cette manne pétrolière et gazière. Et en plus, ils ont créé un institut. Donc, quel est le message qu'ils ont envoyé aux investisseurs British Petroleum et les autres? Ils ont envoyé un message très clair. Nous sommes en état de droit. Vous pouvez venir. Nous pouvons vous rassurer sur le plan juridique. Qu'est-ce que nous, on est en train d'envoyer aujourd'hui comme message? Que nous sommes un pays de droit et que nous sommes en train de faire... Au contraire, que nous sommes en train de faire des réformes constitutionnelles pour pouvoir faire une vraie constitution qui peut nous servir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On est en train de dire au monde, 33 sénateurs, ce n'est rien pour nous, on peut les contourner. Ah non, 33 sénateurs, c'est une institution. Quand elle bloque quelque chose, il doit être bloqué. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a l'homme fort, on a les marches de soutien. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pour convaincre les investisseurs. Et vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des ressources. Avec ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, le capital investissement. Aujourd'hui, vous avez du capital qui circule partout dans le monde. C'est ça ce que les Mauritaniens doivent savoir. Il y a des opportunités énormes pour peu qu'on soit un État de droit, un État. Et vous avez aussi des possibilités énormes. Si vous vous mettez dans cette catégorie. Oui, maître, je reviens un peu à votre document dont on a parlé. Vous êtes parti d'un constat. Vous dites que la Mauritanie, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la justice, sur le plan des droits humains, vous avez parlé de désastre. Et si j'ai bien compris encore, vous proposez dans l'urgence que tout le monde se prépare
pour des élections apaisées, démocratiques, libres, à alternance en 2019. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que la priorité, en fait, dans ce pays-là, ce n'est pas ces élections-là, c'est de régler ces questions de droits de l'homme, de cohabitation nationale, d'éducation nationale, et que, vu l'ampleur de ces problèmes-là, que les élections, souvent, ça devient presque superficiel ou superflu. Moi, mon point de vue, et que j'ai toujours développé, c'est que la Mauritanie a une multitude de problèmes qui se posent à elle. C'est des problèmes qui peuvent être réglés. C'est des problèmes qui peuvent être réglés si le problème politique se règle. Si on veut que ce soit une solution durable, elle doit être faite dans le cadre d'un consensus. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'hypothèse de tiraillement et opposition. Mais un consensus. On est dans une situation de consensus, on est dans une situation apaisée, on sort d'élections que personne que tout le monde reconnaît, personne ne conteste. Voilà, quand on est dans cette situation, à mon avis, c'est pour cela que très souvent... Vous voulez qu'on sorte des élections de 2019 qui ne sont pas contestées? Les hommes politiques disent, à juste titre d'ailleurs, qu'il faut d'abord régler le problème politique pour s'attaquer, si on veut s'attaquer de façon durable et de façon sérieuse au problème de la Mauritanie, quel qu'il soit, il faut d'abord régler le problème politique. Il faut d'abord qu'il y ait des élections dans lesquelles le citoyen mauritanien va avoir son mot sera le dernier mot. Et puis quand vous dites que, moi je n'ai pas dit qu'il y a un désastre, j'ai dit qu'il y a un constat, j'ai dit qu'il y a une situation qui est très claire. Mais justement, que le gouvernement ne peut pas... ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout ce que pense le gouvernement, ni sa majorité. Quand on dit que la dette de la Mauritanie est 100% de son le mot PIB, désastre, je l'ai pris dans le document. Je vous renvoie à votre propre document. Ça fait 2 fois déjà. Quand on dit que la dette publique est de 100% du PIB, c'est un fait qui est là. Quand on dit que les jeunes de 15 à 40 ans, ils sont à 46% du chômage. Quand on dit qu'il y a 400 000 personnes, c'est le FAO, le PAM qui dit que 400 000 citoyens mauritaniens sont dans une situation de faim oui, mais quand on dit, qui dit ça? Le taux de pauvreté et le taux de chômage que vous connaissez. Non, maître, mais qui dit ça? Qui dit ça? Vous dites... Moi, les informations que j'ai données, c'est la Banque mondiale, oui, mais c'est le FAO, donc c'est des organismes, des documents qui sont officiels et internationaux. Mais quand on dit qu'à face de tout cela, et c'est ça ce qui est important, qu'en face de tous ces problèmes que nous avons là, on peut les dépasser très facilement. Parce qu'on a aujourd'hui des ressources énormes si elles sont bien gérées, que ce soit le fer, la pêche, etc. On a des secteurs qui sont ignorés complètement. S'ils sont développés, comme l'élevage. Vous savez, l'élevage, on a 28 000 personnes qui travaillent dans l'élevage. Et pour régler tout ça, il faut des élections libres et transparentes en 2019. Je termine. C'est un secteur qui n'a pas accès au crédit. C'est un secteur qui contribue à 14%. Vous avez l'agriculture. Quelle est la situation? Maître, nous sommes d'accord que nous avons des priorités. Les potentialités économiques, elles sont connues. Même le Mauritanien ordinaire, il répète, nous avons ceci, nous avons cela. Mais alors, pour le moment, on est en face d'une situation où vous avez parlé de fin de mandat. Et vous, votre courant, que vous appelez alternance démocratique, si j'ai bien compris un peu, c'est un courant qui se veut un peu rassembleur et apolitique. Oui. Donc vous voulez parler un peu à tout le monde et essayer d'entraîner tout le monde avec vous. Et qui accède les élections de 2019. Vos amis de l'opposition, vous les voyez, voilà. Moi, même aux ambassades, aux missions diplomatiques, aux organisations internationales. Il y a du côté de cadre. Est-ce que vous avez eu des contacts? Est-ce que vous avez soumis ce document-là à la majorité ou au pouvoir? Ça se passe comment? Oui, je vais revenir d'abord à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes d'accord, les chiffres et les tableaux que je viens de présenter pour la Mauritanie. Mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord que ce n'est pas normal dans un pays qui a autant de ressources. Et je ne veux pas faire supporter qui que ce soit à la responsabilité. C'est un constat. La situation de la Mauritanie aujourd'hui est inadmissible pour un pays qui a autant de potentialités et qui a si peu de population. Il est tout à fait normal qu'on se consacre aujourd'hui à comment régler les problèmes des Mauritaniens. Comment rassembler les Mauritaniens de façon durable. Ce sont des priorités. Comment apporter à la Mauritanie une solution à ces problèmes économiques? C'est très simple, c'est très facile. J'ai dit tout à l'heure que l'une des possibilités, c'est de se mettre dans une situation d'état de droit, dans une situation de démocratie, dans une situation où on respecte les institutions. Il faut renforcer les institutions. Comme on dit aujourd'hui, on a besoin dans un pays d'institutions fortes
et pas d'hommes forts. Et si on est dans cette situation, on peut être rassurant pour les investisseurs. Et on peut régler certains problèmes dont vous venez de parler. Mais bien sûr. Ben, c'est le cas. Nous avons. De la Mauritanie, mais nous avons un Parlement, nous avons un Sénat, nous avons. Peuvent être réglés à partir du moment où on se met dans cette dynamique. Moi, ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je propose, et ce que je proposerai par la suite peut-être dans un autre document, c'est que la Mauritanie se prenne en charge. C'est que d'abord les élections prochaines soient des élections pour la Mauritanie, faites par les Mauritaniens sans aucune tutelle, pour qu'on règle nos problèmes. Mais qu'est-ce qui va changer? Pourquoi vous voulez que les élections de 2019 deuxième chose que je souhaite, pourquoi vous voulez que les élections de 2019 ne soient pas comme celles qui ont précédé? Je considère que c'est un tournant. Je pense qu'il y a des choses qui sont derrière nous aujourd'hui. Le bourrage des urnes est derrière nous. L'administration qui circule pour faire ça, c'est derrière nous. Il faut comprendre l'évolution des pays. Il y a des présidents qui n'ont pas compris, vous avez vu comment ça s'est passé pour eux. Ça, c'est inéluctable. Donc, une bonne administration de la logique qui, sur le terrain, doit conduire le pouvoir à savoir que c'est inéluctable. Donc, donner l'opportunité aux Mauritaniens, cette fois-ci, de faire des choix réels et des choix qui leur permettent de se tourner vers leur avenir. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se tourne vers l'avenir et pas vers le passé. L'avenir est radieux pour la Mauritanie. Elle a des potentialités énormes pour peu qu'elle soit bien gérée. Mais elles le sont. Mais vous êtes en train de dire des choses pour le gouvernement et sa majorité, elles sont bien gérées. D'accord, elles sont bien gérées. Moi, je veux qu'elles soient dégérées davantage. Et c'est possible. Il faut qu'on se mette. Mais c'est exactement ce que veut le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qu'il veut. Il parle. Aujourd'hui, le président de la République, il a parlé des priorités. Il dit que nous avons beaucoup de priorités. Et il sait qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas faites. Moi, ce que je dis au président de la République, c'est n'oubliez pas que. Mais vous dites la même chose, en fait. C'est que vous devez. Le message que vous devez envoyer à tout le monde aujourd'hui, si vous voulez rassurer pour le développement de la Mauritanie, si vous voulez rassurer les investisseurs, si vous voulez vous développer, le message que vous devez envoyer, c'est la force des institutions. Il faut qu'il y ait des institutions fortes. Le Sénat, il ne faut plus l'appeler 33 sénateurs qui vont prendre un hold-up, qui vont prendre un otage. Si les 33 sénateurs prennent une décision, il faut la respecter. C'est par la force des institutions, c'est par la force du droit, c'est en créant un état de droit qu'on peut aujourd'hui affronter l'avenir. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ceux qui ne l'ont pas compris et qui sont aujourd'hui dans les motions de soutien n'ont rien compris. Je vous ai donné l'exemple du Sénégal parce que je ne veux pas aller en France ou aux États-Unis. Je vous donne, c'est des pays qui sont là à côté et qui sont en train de se préparer pour être des pays émergents. Mais c'est avec des réformes. Moi, ce que je veux pour la Mauritanie, c'est qu'elle se prépare pour être un pays émergent. C'est possible. Mais on se prépare sur le plan institutionnel. Les jeunes l'attendent, les chômeurs l'attendent. Président, on se prépare sur le plan institutionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de faire des recours. Et d'essayer de changer la Constitution, d'essayer de faire de la Constitution une Constitution. Je vous ai donné un exemple très simple. Quand on dit 33 sénateurs ne peuvent pas nous bloquer, on en a besoin. Ça veut dire qu'on n'a pas de respect pour les institutions. Et moi, je veux qu'on respecte les institutions parce que je sais que c'est la clé aujourd'hui. Si on veut aujourd'hui se développer, il faut créer un État avec des institutions. Si on veut la paix, si on veut la sécurité, si on veut rassurer les citoyens, si on veut rassembler les citoyens, si on veut de l'égalité et de l'égalité pour les citoyens, il faut des institutions fortes. Il faut un État de droit. Il faut une situation, il faut se préparer pour être dans cette situation. Et ça, à mon avis, le message qu'on doit envoyer, que tous les pays essayent aujourd'hui d'envoyer, c'est ça. Et puis, par la suite, il faut aussi qu'on voit l'avenir de façon très positive. La Mauritanie peut tout faire. La Mauritanie a toutes les chances stratégiquement et sur le plan des ressources. Mais la révision constitutionnelle... Maître, vous n'avez peut-être pas compris ma question. Une réforme constitutionnelle est nécessaire pour faire tout ça. Je ne vois rien dans la réforme actuelle de la Constitution, le drapeau, l'hymne national, la haute cour. Je ne vois rien qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des institutions, ni dans une dynamique de renforcement de l'état de droit. Or, ce qu'il faut aujourd'hui pour un pays pour se développer, c'est être un état de droit et c'est renforcer ses institutions. À partir du moment où il s'inscrit dans une dynamique autre, ça veut dire qu'il a pris un virage qui ne le mènera jamais vers le développement. La Mauritanie a besoin de ça. La Mauritanie attend ça. Vous savez, on a des jeunes qui sont aujourd'hui expatriés parce qu'ils sont dans le chômage. Mais justement, non, mais pour adapter notre constitution à des circonstances nouvelles qui se viennent, dont d'ailleurs vous êtes en train de parler, il faut quand même bien la changer, cette constitution. Vous dites, maître, qu'il ne faut pas prendre un virage autre que celui qui respecte l'état de droit.
et vous avez expliqué que le fait de passer outre le rejet du Sénat et d'aller à l'article 38, que en fait, voilà, c'est un chemin pour vous que vous considérez comme illégal. Mais on revient encore un peu en arrière. Maintenant, quelle doit être l'attitude des forces politiques de l'opposition dont vous êtes membre par rapport à ce référendum-là, par rapport justement, parce que là, vous parlez de l'absolu, et là, on parle du concret. Là, c'est du concret. Voilà. Moi, si vous me posez la question, je vous dis que, honnêtement, ce qui m'inquiète pour la Mauritanie, ce n'est pas... C'est que le vrai débat qui doit se poser en Mauritanie aujourd'hui n'est pas encore posé. Le vrai débat, c'est comment rassembler les Mauritaniens dans le cadre de l'unité, dans le cadre de leur égalité, et dans le cadre de l'exploitation, la meilleure exploitation de leurs ressources qui sont énormes. Et comment développer ce pays? C'est très simple, ça ne demande pas quelque chose d'énorme. Et au lieu d'être focalisé depuis très longtemps sur des choses qui sont secondaires par rapport à cela, moi ce que je pense, ce que je souhaite, il faut avoir le pouvoir quand même pour le faire. Dans une dynamique. Mais il faut avoir le pouvoir pour le faire. Il faut avoir le pouvoir pour le faire, mais il faut aussi savoir qu'il y a une dynamique qui s'est mise en mouvement et qui ne peut plus être arrêtée. Et je vous ai dit, c'est le fruit d'un combat énorme pour les hommes politiques mauritaniens. Aujourd'hui, ce qui pouvait se passer hier ne peut plus se passer aujourd'hui. Et c'est pour cela que je souhaite que les autorités comprennent. Je souhaite que les autorités comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller à contre-courant. Le Coran, il va vers l'autonomie du citoyen, vers la prise en compte de l'intérêt du citoyen. Oui, mais les autorités, ils parlent des réformes, et toutes les réformes ne sont pas toutes dictées par des impératifs objectifs. Ces projets vont dans le sens du renforcement de l'état de droit, de la démocratie et des libertés individuelles. Quel projet? Le projet de révision de la Constitution. Ce que j'ai vu déjà, c'est plutôt transgressif. Et de réécrire notre histoire. La première, en tout cas, remarque qu'on a, c'est que l'institution du Sénat, qui est une institution respectable, a été considérée comme 33 personnes qui peuvent prendre un otage. C'est très grave, vous n'avez pas compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est très grave si on envoie ce genre de message. Mais c'est pour gagner de l'argent et du temps si on veut que les Mauritaniens n'ont pas compris. Aujourd'hui, quand on envoie des messages que le Sénat ne compte pas pour nous, ou que l'Assemblée ce n'est pas qu'il ne compte pas pour nous, qu'on n'en a plus besoin, ce n'est pas la même chose. Ou le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la même chose. Ou le Conseil constitutionnel n'est pas important pour nous. Moi, je veux dire, ça, c'est des messages qui sont très graves qu'on envoie. C'est le message de renforcement des institutions. Mais la suppression du Sénat, de la Haute Cour de justice ou du Haut Conseil islamique, mais tout ça, peut-être pour les Mauritaniens, ne pose pas un grand problème. On peut même gagner un peu plus d'argent et gagner plus de temps. Oui, mais je vous ai dit que quand dans la procédure que vous utilisez, vous envoyez des messages très clairs en disant que vous ne respectez pas votre constitution, vous ne respectez pas vos institutions, c'est un message qui est très grave. Ça veut dire que vous n'avez pas compris que le combat aujourd'hui, c'est autour de l'état de droit. Si aujourd'hui un pays n'est pas en état de droit, il ne peut pas être sécurisant pour... Moi, je vous ai dit, British Petroleum a investi chez vous $1 milliard. Mais vous croyez qu'il traiterait avec un pays qui fait de son Sénat une institution qui n'est pas importante ou qui ne respecte pas son droit, et vous avez le problème de la justice? Je ne peux pas me permettre de rester ici avec vous 40-50 minutes sans parler de ça. C'est ça qui doit rassurer les citoyens. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça. Elle n'est pas libre, la justice, pour vous. Pas du tout. On doit aujourd'hui se mettre dans des normes. Moi, je vous ai donné quelques exemples. Je vous ai dit qu'il y a des pays qui se mettent aujourd'hui sur le cap. C'est-à-dire qu'ils se préparent, à être des pays émergents. Oui, parce que ce sont des pays qui signent des traités avec d'autres États ou avec des institutions internationales, ou des organisations internationales, mais c'est justement pour ça. Quand ces traités influent sur le fonctionnement de la vie politique du pays en question, on doit modifier la Constitution pour le faire. Donc en fait, vous, le problème de la modification de la Constitution vous pose problème. Alors que c'est tout à fait naturel. Je veux qu'on parle de quelque chose de plus important que la Constitution. Justement, donc, moi je vous ai dit, aujourd'hui, je vous ai donné un exemple simple. Je vous ai dit que ici au Sénégal, à côté, je veux bien Marc Télécé. Le gaz sénégalais, ils sont en train de s'organiser avec un comité stratégique qui est fait par des techniciens et un institut qui forme tous les cadres et tous les ouvriers qualifiés dont le Sénégal aura besoin pour... Qu'est-ce que nous, on a fait? D'abord, permettez-moi de dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Il y a une opacité totale. Et ensuite, on ne voit aucune dynamique, en tout cas institutionnelle. Alors que de l'autre côté, il y a une dynamique institutionnelle. Il y a un comité, le président ne peut pas prendre une décision si... tant que ce n'est pas ce comité... Maître, pourquoi au niveau des FNDI, excusez-moi, pourquoi au niveau des FNDI,
vous ne participez pas au dialogue et vous posez ces questions. Pourquoi vous boycottez les élections? Vous avez laissé les champs libres à l'arbitraire. Pourquoi? Vous êtes en train de poser ces questions à la télé. Pourquoi ne pas participer au dialogue et les poser? Oui, bon, de toute façon, c'est une question pour... c'est une autre question qui coupe un petit peu le cours de notre discussion, mais ce n'est pas important. En tout cas, c'est une question qui a été largement expliquée par le Forum à plusieurs reprises. Le Forum a été le premier à demander le dialogue et il n'a jamais refusé le dialogue. Oui, maître, vous venez de dire que vous ne pouvez pas passer avec nous ici 50 minutes ou une heure de temps sans parler de la justice. Je sais, j'ai la balle au bon et je vous pose une question, problème de justice. Il y a un blogueur mauritanien, vous le savez, Mohamed Cheikh Khaitir, qui est condamné à mort et son problème est pendant devant la justice et beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme pensent que dans cette affaire-là, que la justice elle hésite, elle recule un peu sous la pression de la vindicte populaire. Oui. Vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ne pas parler de la justice serait un reproche qu'on me ferait, c'est sûr. Et justement, merci beaucoup. Vous savez que le développement dont je parlais tout à l'heure... Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc le développement dont je parlais tout à l'heure, combien? Ça va trop vite, il reste 5-6 minutes. Le développement dont on parle aujourd'hui, et je vous ai dit que c'est une nécessité, je vous ai dit que c'est un combat, c'est ça le combat pour les États aujourd'hui. C'est d'arriver à un stade et un système de développement qui leur permet de régler leurs problèmes économiques. Pour qu'on ne parle plus de chômage, pour qu'on parle plus de pauvreté, etc. Ça passe par la justice. Quand je vous ai dit tout à l'heure, des institutions fortes, ça passe par la justice. Donc, un pays dans lequel la justice n'est pas indépendante, n'est pas au niveau. J'ai pris des informations il y a quelque temps sur le volet formation dans le budget de la justice, il est de 0. C'est-à-dire que la justice a aujourd'hui 0 oubliya de budget dans la formation. Alors que les pays font... Oui, donc par rapport à Mkhadir... Voilà, est-ce que vous pensez que l'affaire de Mkhadir, que la justice... Je rappelle que la population mauritanienne est quand même violemment hostile. Elle est sous la pression populaire. Je ne vais pas me donner le devoir de parler d'un cas ou d'un autre. D'abord, le temps ne le permet pas. Ce que je voulais dire, c'est que de façon générale, aujourd'hui, peu de professionnels, et surtout les professionnels, sont satisfaits du cours de la justice, sont satisfaits aujourd'hui de l'indépendance de la justice, de la situation dans laquelle la justice évolue. Et par conséquent, ça aussi, c'est un autre message qui est extrêmement grave, qui est extrêmement dangereux, qu'on veut envoyer aux investisseurs pour les décourager davantage. 1. On ne respecte pas les institutions en Mauritanie. 2. La justice n'est pas indépendante. 3. La primauté du droit n'existe pas. Moi, ce que je veux aujourd'hui, et c'est possible, même avec ce gouvernement, d'ici 2 ans, c'est encore possible, d'ici 2019, il peut le faire. Et je le souhaite pour la Mauritanie. C'est de mettre la Mauritanie sur les rails, c'est de mettre la Mauritanie dans la perspective. Le président de la République, rien qu'aujourd'hui, le président de la République, rien qu'aujourd'hui, a demandé aux Mauritaniens, en répondant d'ailleurs à une question par rapport à jeune Mohamed Ould Khatir, il a demandé à tous les Mauritaniens de bien pouvoir, toute la population d'organisations civiles, de laisser tout problème entre les mains de la justice. Donc il y croit à cette justice. Ni l'autre que la justice n'est habilité à appliquer la loi chez nous. Mais c'est quand même un message fort. D'accord, mais moi aussi je lui envoie un message fort. Justement, ce serait le gouvernement. Vous aussi le gouvernement. Le pouvoir en place. Lui ou moi? Non, je parle au président de la République. Mais il suit plein feu. Il suit plein feu. Ce que je lui dis. Il rate jamais plein feu, président de la République. Vous pouvez lui adresser un message. Ce que je lui dis, c'est vous aussi, essayez de laisser à la justice une marge de liberté. Car le problème de la justice aujourd'hui, c'est le problème de la présence de l'exécutif dans la justice. Il n'y a pas de séparation. Aujourd'hui, la justice est soumise. Moi, ça fait 6 ans que je mène un combat pour la justice. Mais je vous dis, je ne vois pas grand-chose changer. J'espère. Si vous avez une dernière question, une dernière question, je vous donne la dernière question, allez-y. Maître, les dernières élections présidentielles, vous étiez candidat à un moment. Et finalement, vous avez jeté l'éponge vous avez jeté l'éponge avant le début du match. Est-ce que pour 2019, vous avez encore les mêmes ambitions présidentielles? D'abord, je n'ai pas jeté l'éponge. J'ai, de façon très réfléchie, retiré ma candidature.
et de façon aussi très étudiée. Bien, bref, pour 2019, moi ce que j'ai aujourd'hui, ce que je souhaite pour la Mauritanie, c'est qu'on s'inscrive dans une dynamique qui va permettre à la Mauritanie. Répondez, est-ce que vous serez candidat ou pas à l'élection 2019? Ce que je propose, c'est que... Vous pensez à ça en vous rasant le matin à l'élection présidentielle 2019? C'est qu'on mène un combat. Et moi, je suis prêt à participer à ce combat avec tous les Mauritaniens. Vous êtes prêt? Est-ce que vous serez candidat en 2019? Je vais terminer ma phrase. Justement. Votre question est très pertinente. Elle aura peut-être réponse dans ce que je vais dire, mais permettez-moi de le terminer. Je pense que la Mauritanie doit s'inscrire plutôt dans une dynamique qui permette aux prochaines élections d'être transparentes, d'être consensuelles, pour que tous les problèmes des Mauritaniens se règlent. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en l'état actuel des choses, c'est ça qui doit être le combat. En tout cas, moi, c'est ça mon combat en l'état actuel des choses. En considérant que la question de la candidature n'est non seulement pas prioritaire, mais en plus moins importante que ça. Ce qui est important, c'est de mettre la Mauritanie sur les rails. Justement, il faut avoir le pouvoir pour le faire. C'est d'envoyer le message très clair. Il faut avoir le pouvoir pour le faire. C'est d'envoyer le message très clair aux autorités pour leur dire. Vous êtes candidat. Il y a un tournant qui est irréversible. Il ne faut pas aller à contre-courant. Les Mauritaniens se prendront en charge. Les Mauritaniens ont beaucoup d'opportunités. Il faut un message d'espoir. Il y a beaucoup d'opportunités en Mauritanie et il est possible de... Le réalisateur, excusez-moi, le réalisateur me fait signe, ce sera malheureusement le mot de la fin. Je sais qu'on n'aura pas beaucoup de temps si on peut continuer. Donc je remercie en votre nom, chers téléspectateurs, mes invités. Je rappelle que vous êtes Maître Ahmed Bouhabini, ancien bâtonnier d'ordre des avocats et ancien président du Forum national pour la démocratie et l'unité FNDUI et M. Khalilou Diagana qui est journaliste au quotidien de Nouakchott. Et je remercie en votre nom, chers téléspectateurs, toute l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette émission. Un grand merci à Mohajib Diallo, petit frère, qui a réalisé cette émission, et à mademoiselle Ramata Abdrahman qui m'a aidé dans la préparation. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir et très bientôt.